Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 janvier 2026 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci beaucoup de m'avoir invité et bon retour à vous, Nima Al-Khorshid. John, laissez-moi commencer par ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis. Ces discussions interminables entre Kirill Dmitriev et Steve Witkoff. Qu'y a-t-il de nouveau dans ce cycle de négociations entre les États-Unis et la Russie? Et voyez-vous un espoir qu'ils parviennent réellement à quelque chose cette fois-ci? Rien de nouveau dans les discussions entre Kirill Dmitriev et la partie américaine. Et remettons cela dans un contexte plus large. Le contexte, c'est Davos, mais c'est en réalité un symbole de la guerre entre les ressources en capital des deux camps dans cette lutte internationale et mondiale. Il y a une guerre du capital, et j'y reviendrai dans un instant, car le président Poutine avait été très clair dès 2001 lorsqu'il a rencontré George W. Bush, en décrivant la situation comme une guerre entre le capital juif et le capital islamique. J'y reviendrai dans un instant. Il existe une guerre entre le capital de la Russie et celui du reste du monde, en particulier des États-Unis et de l'Europe. Et dans cette guerre, Kirill Dmitriev représente le fonds russe d'investissement direct, qui est un pygmée représentant environ 10 milliards de dollars face aux véritables réserves de capitaux de la Norvège, qui s'élèvent à environ 1,8 billion de dollars. Nous parlons ici de fonds souverains. Dans ce monde du capital, symboliquement représenté à Davos, Dmitriev est un pygmée. La Chine, la Norvège, je regarde mon tableau ici, les Émirats arabes unis, le Koweït, tous se situent au niveau du billion de dollars. Dmitriev représente 10 milliards. 10 milliards. Mais le véritable capital de la Russie reste exactement le même qu'au moment où le président Poutine est arrivé au pouvoir. Ce sont les oligarques. Et les oligarques contrôlent un capital qui, pour l'essentiel, est resté à l'étranger. Et comme l'a appelé le président Poutine en 2001, le capital juif. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, c'est que nous avons une guerre maritime, une guerre pour le contrôle du commerce mondial, dont le Groenland constitue une partie importante, mais encore modeste. C'est un élément clé pour savoir qui contrôle la route commerciale de l'Arctique. Alors que les Britanniques contrôlent le détroit de Gibraltar à l'entrée de la Méditerranée, les États-Unis prévoient de contrôler Suez, le détroit d'Ormuz et la mer Rouge, en alliance avec Israël. Les États-Unis visent également à contrôler Panama, comme nous le savons déjà, ainsi que le détroit de Malacca entre les océans Pacifique et Indien. On pourrait continuer encore longtemps. Et nous pourrons revenir sur la guerre maritime, car dans cette guerre, la Grande-Bretagne, l'Italie et les États baltes sont tous alignés avec les États-Unis pour attaquer les pétroliers russes. Et nous reviendrons dans un instant sur ce que fait la Russie. Ce sont les deux lignes fondamentales de la guerre, en plus de la guerre terrestre en Ukraine. Maintenant, de quelle manière M. Dmitriev, représentant le capital pygmée, met en réalité les intérêts oligarchiques en Russie? Comment représente-t-il la capacité de négocier les conditions de la guerre terrestre qui est menée par l'état-major et les services de renseignement, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères? Le fait-il? Le peut-il? Non. La réponse est non. De l'autre côté, il y a Stephen Witkoff, Jared Kushner et d'autres qui représentent le capital américain et le capital mondial. Et parle-t-il des conditions pour mettre fin à la guerre terrestre? Bien sûr que non. Ils essaient de trouver un moyen de contrôler le capital russe en fonction des objectifs que le président Trump et les Européens ne cessent de mettre en avant, tout comme auparavant, en exagérant l'idée d'une division entre l'Europe et les États-Unis sur ces questions fondamentales.
L'Europe et les États-Unis sont unis dans leur offensive contre la Russie, sur le terrain, dans la bataille ukrainienne et dans d'autres théâtres en direction du nord vers l'Arctique. Alors quel est le simulacre? C'est le simulacre du pygmée qui prétend négocier les conditions de la fin de la guerre terrestre. C'est une illusion. Cela ne réussira pas à résoudre les problèmes fondamentaux, car Dmitriev représente une force au sein de la Russie qui veut déjà reprendre les affaires comme avant et devenir dépendante dans cette guerre, non indépendante. John, penses-tu que... Enfin, tu as mentionné que l'Europe et les États-Unis sont tous deux impliqués en Ukraine et qu'ils poursuivent le même type de politique. Mais lorsqu'il s'agit du Groenland, on ne peut pas vraiment ignorer les différences entre les États-Unis et les Européens. Dans quelle mesure cela représente-t-il une menace pour l'avenir de l'OTAN? Commençons par les bases. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, vient de faire son bilan annuel de la situation diplomatique et du parcours de la Russie. Et il a tenté d'affirmer que la Russie n'est pas menacée par le Groenland et ne le menace pas, tout comme la Chine. Mais ce n'est pas la perception des États-Unis et de l'Europe réunis. Le Groenland est la clé du contrôle à long terme de la route de transport arctique, ou route du Nord, comme on l'appelle en Russie. Tant que le ministère des Affaires étrangères et le Kremlin n'auront pas reconnu ouvertement ce qui est évident, il s'agit d'une attaque sur un nouveau champ de bataille qui menace la Russie. Et lorsque M. Lavrov déclare « Nous allons rester en retrait et observer sans chercher à menacer ni à participer à la dispute entre les Européens, le Danemark et les États-Unis », cela revient simplement à dire que la Russie croise les doigts pour que la division d'opinion actuellement exprimée au sujet du Groenland entre les Européens et les États-Unis lui profite à long terme. C'est un vœu pieux, un pur vœu pieux. La publicité dont vous parlez est totalement exagérée. Oui, les Groenlandais eux-mêmes souhaitent leur indépendance vis-à-vis du Danemark, de l'Union européenne et des États-Unis. Ils l'affirment avec éloquence et clarté. Ils veulent déterminer leur propre avenir. Mais dans quel monde pensent-ils évoluer? Évidemment, ils comprennent que les États-Unis vont, c'est certain, utiliser le Groenland comme base militaire pour étendre leur puissance dans l'Arctique et menacer la Russie. C'est l'inverse. Tant que la Russie ne dit pas que c'est ce qui se passe, c'est une illusion, d'accord? Deuxièmement, la Russie peut-elle tirer un quelconque avantage du conflit médiatique entre les Européens, les Danois et les États-Unis sur cette question? Non, elle ne le peut pas. Et les Chinois non plus. Les Russes et les Chinois sont aussi faibles sur le plan rhétorique dans cet argument qu'ils l'étaient sur le Venezuela ou qu'ils le sont sur Gaza. Nous pouvons revenir sur chacun de ces points et nous devrions le faire. Nous le devrions. En réalité, le Groenland fait partie de la guerre contre la Russie en mer. Et je vois, aujourd'hui même à Moscou, le reflet de l'idée selon laquelle la Russie doit mobiliser sa marine et son armée de l'air dès maintenant pour protéger la flotte de pétroliers battant pavillon russe, pour protéger les pétroliers de la Russie. C'est expliqué pour la première fois ce matin dans Vzgliad. C'est une tentative de mobiliser le capital russe, l'opinion publique russe et les médias russes autour de l'idée que la Russie doit agir de manière proactive dans l'Arctique, en Méditerranée, dans la Manche, et ainsi de suite. Alors, où le Groenland s'inscrit-il dans tout cela? La réponse est que, si la Russie n'agit pas de manière proactive, elle subira l'action des autres. C'est le nouveau théâtre après la fin de la guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine ne se termine pas de sitôt, et nous pourrons y revenir également. Pourquoi la guerre en Ukraine ne se termine-t-elle pas,
malgré la pression croissante sur le terrain de la campagne de guerre électrique qui prive d'électricité l'ouest de l'Ukraine et les centres de décision du pays. Pourquoi les États-Unis et les Européens n'arrivent-ils pas à s'entendre précisément sur une pause ou une fin de la guerre en Ukraine, selon des conditions garantissant une sécurité à long terme? Les racines de la crise, comme on dit en russe. Je pensais que c'était simple et évident, mais il faut le redire. Vous êtes en Iran, vous comprenez, vous avez accepté et vous dites publiquement que l'Iran est sous la menace permanente à la fois d'un changement de régime interne et d'une attaque extérieure de la part des alliés. Tous, n'est-ce pas? Ce n'est pas reconnu par la Russie. Ce n'est pas reconnu par la Russie. Le Groenland en fait partie, une petite partie seulement. Ce n'est pas pour diminuer les Groenlandais. Il s'agit simplement de dire qu'il est absurde de croire que le Danemark, l'une des forces les plus hostiles à la Russie en Europe, recevrait une quelconque forme de soutien de la part de la Russie, ou que le Danemark se séparerait d'une manière ou d'une autre des États-Unis pour s'y opposer dans la guerre à long terme contre la Russie. Si telle est leur stratégie à long terme, il ne peut y avoir de véritable, authentique rupture, ni à propos du Groenland, ni à propos de l'Ukraine pour l'avenir. Et cette crise du Groenland ne peut être résolue à aucune condition qui profiterait à la Russie, que ce soit sur le champ de bataille ukrainien, en mer ou dans le conflit entre les deux formes de capital. Et sur ce point, la raison pour laquelle j'ai commencé par faire référence au président Poutine en 2001, c'est que je viens de produire une analyse de ce que le président Poutine disait il y a environ 25 ans avec George W. Bush et de ce qu'il dit aujourd'hui avec le président Trump. J'invite notre public à se rendre sur Dance with Bears et à lire exactement ce que le président Poutine disait à l'époque, puis à le comparer à ce qu'il dit maintenant. Donc, pour répondre brièvement à ta question, Nima, non. Le Groenland est une exagération qui sera réglée selon des termes anti-russes, poursuivant la guerre contre la Russie en mer, sur terre, dans les airs et sur les marchés financiers mondiaux. Et dans cette guerre, Kirill Dmitriev, le pygmée, le fonds souverain de 10 milliards de dollars face au fonds de 1000 milliards, n'a aucune contribution significative, si ce n'est la reddition. No significant contribution except surrender. Yeah. John, are we closer to John, sommes-nous plus proches de, je ne sais pas, comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens, ou plus particulièrement dans celui des décideurs en Russie? Comment perçoivent-ils toutes ces discussions interminables? Et comment évaluez-vous le comportement du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov? Participe-t-il d'une manière ou d'une autre à ces négociations? Reçoit-il en coulisses tous ces messages? Ou bien, Kirill Dmitriev dispose-t-il de sa propre équipe, qui fait tout le travail, et peut-être que plus tard, le résultat sera communiqué à la Russie? Comment évaluez-vous la relation entre Kirill Dmitriev et Lavrov? Nous avons essayé de décrire cela depuis le début de l'année dernière, Nima, et tu t'en souviendras. Il y avait une hostilité ouverte entre le ministre des Affaires étrangères et Dmitriev lors de la première réunion à Riyad entre la délégation russe et la délégation américaine. Cette hostilité reflète une opinion sous-jacente selon laquelle Kirill Dmitriev ne négocie pas pour les intérêts stratégiques de la Russie. Il négocie pour les intérêts des oligarques russes. Ce qui a constitué, nous ne verrons pas le ministre des Affaires étrangères Lavrov le dire, mais c'est clairement exprimé à la Douma d'État et dans la presse. Le capital que représente Dmitriev est une 5e colonne à l'intérieur de la Russie, pro-américaine, qui veut un accord à n'importe quel prix pour arrêter la guerre, réduire les sanctions et permettre au capital russe de continuer à sortir du pays.
Russian capital to continue to flow out of the country, the absolute reverse of what a sovereign wealth fund. C'est exactement le contraire de ce qu'un fonds souverain est censé faire. Il existe donc des divergences de factions d'importance stratégique au sein de la structure décisionnelle russe, disons autour du président Poutine, au sein du Conseil de sécurité. Et Dmitriev, au Conseil de sécurité, fait partie d'une petite minorité. Il n'est pas minoritaire dans l'élaboration de la politique du président Poutine. Si l'on examine, par exemple, les contradictions que ce conflit de factions engendre, on peut les observer sur plusieurs points. Par exemple, la guerre en mer. Lors de la dernière tentative d'arraisonnement d'un pétrolier réussie par le président Trump, qui s'était félicité de la fuite de la marine russe lors de cet incident, la position du ministère des Affaires étrangères était la suivante. Il s'agit de piraterie internationale. Nous nous y opposons et nous mettons fermement les États-Unis en garde contre de tels actes. Rien de significatif n'a été fait sur le plan militaire pour dissuader les États-Unis. Alors Trump a agi, unilatéralement, oui. Puis la porte-parole de Lavrov, Maria Zakharova, a remercié Trump et les États-Unis d'avoir accepté de libérer les 2 ressortissants russes à bord du navire. Elle a remercié les pirates. C'est une contradiction flagrante avec la ligne politique. Le problème, c'est que depuis que Zakharova a remercié les pirates, les 2 Russes n'ont pas été libérés. Pas plus que le nombre bien plus important de membres d'équipage indiens sur ce pétrolier. En réalité, les interceptions de pétroliers dans plusieurs mers, y compris l'interception allemande d'un pétrolier russe et la saisie italienne d'un cargo russe, s'intensifient. Ainsi, « Merci aux pirates » est une formule que Zakharova a essayée il y a plusieurs jours. C'est un échec. Aujourd'hui, nous constatons donc que le ministère des Affaires étrangères tente de durcir sa position, mais cela n'a aucun sens tant qu'il n'y a pas de composante militaire russe pour dissuader les interceptions de pétroliers et de navires battant pavillon russe. Tant qu'il n'y aura pas de réponse militaire russe, par air et par mer, rien de ce que dit le ministère des Affaires étrangères ne sera efficace. Ce ne sont que des paroles creuses. Et on ne peut pas, en tant que ministre des Affaires étrangères, être considéré comme crédible si l'on parle sans exercer le pouvoir de faire respecter ce que l'on dit. Alors, lorsque la Russie et le ministère des Affaires étrangères évoquent des violations des normes internationales, mais ne font rien pour les faire respecter en mer ou ailleurs, que disent-ils vraiment? Ils disent « Bonjour, nous sommes un tigre de papier ». Ce n'est pas la position militaire russe en Ukraine. Mais le problème est alors le suivant. La stratégie russe consiste-t-elle à mener une guerre à la fois? Une guerre à la fois, nous devons résoudre le champ de bataille ukrainien à nos conditions, puis nous pourrons négocier de meilleures conditions stratégiques en mer, de meilleures relations avec les États-Unis sur les sanctions, et ainsi de suite. Sur ces points, le ministère russe des Affaires étrangères peut se montrer éloquent dans ses propos, mais impuissant en termes de puissance réelle. Et ensuite, le reste du monde, y compris les alliés de la Russie, les alliés des BRICS, qu'il s'agisse de l'Inde, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, du Venezuela ou désormais de Cuba, doit se demander, les assurances données par la Russie, sur le papier et en public, en parole, seront-elles soutenues par la puissance militaire, par le soutien nécessaire pour dissuader ou bloquer une coalition des Européens et des Américains? Cette question est posée de Cuba au Venezuela jusqu'au Groenland, partout. Et là où vous êtes, en Iran. J'espère donc avoir répondu à votre question. Nous n'avons actuellement aucune base pour comprendre comment les différences entre factions à Moscou seront résolues, que ce soit selon des modalités qui permettraient, disons, de mettre fin à la guerre en Ukraine, ou selon des modalités qui suffiraient à mettre fin à l'un quelconque des autres fronts de cette guerre contre la Russie.
Nous en sommes encore très loin. Ce que nous avons, c'est de l'exagération. Et nous voyons le même niveau d'exagération, d'indécision, d'hésitation et de conflit entre factions sur cette question. La Russie va-t-elle accepter l'invitation du président Trump pour que M. Poutine siège au BOPE, le Conseil de la paix, afin de superviser le génocide et le transfert du territoire palestinien de Gaza sous le contrôle du capital américain et israélien, ainsi que de leurs alliés du Canada à l'Europe? D'un côté, M. Peskov annonce que le président Poutine est flatté, voire ravi, d'être invité à siéger au Conseil. De l'autre, il subsiste un certain flou du côté russe, à commencer par le ministère des Affaires étrangères, quant à savoir s'il s'agit d'un conseil de pantins chargé de mettre en œuvre et d'entériner des décisions prises ailleurs, principalement par l'armée israélienne et l'armée américaine à Gaza. Ce que l'on observe dans la réponse à l'invitation à Moscou est identique à celle de Minsk, en Biélorussie, car Loukachenko, le président biélorusse, a lui aussi été invité. En réalité, 50 pays ont été conviés. Alors, qui annonce avoir reçu une invitation? Eh bien, les pays qui veulent donner l'impression que Trump les respecte tellement qu'il mérite une place au Conseil. Est-ce un signe de respect, comme le dit Loukachenko, comme Peskov l'a laissé entendre? Ou bien est-ce un signe d'irrespect, une invitation à jouer les marionnettes sous la houlette de Trump et du Premier ministre Netanyahou? Le camp russe n'arrive pas à adopter une position claire ou unifiée sur une question comme celle du siège à la table du BOP. Il n'arrive pas à clarifier sa position face à la prise de contrôle des pétroliers russes. Par conséquent, il ne parvient pas non plus à déterminer comment il devrait gérer la prise de contrôle du Groenland, ou la menace de s'emparer d'un allié de la Russie, Cuba. Il n'arrive tout simplement pas à y voir clair. À la place, nous avons ce discours sur les règles et les normes internationales que les États-Unis entendent clairement imposer et qu'ils ont toujours voulu imposer. Trump n'est que la dernière version, la plus explicite, de la manière dont les États-Unis entendent étendre leur hégémonie. Face à cela, suggérer que la Russie dirige un groupe, la Chine, l'Inde et d'autres, en faveur de la multipolarité, ce ne sont que des mots. Cela n'a pas d'effet concret sur le terrain, ni sur les marchés financiers. John, quelle est l'évaluation du gouvernement russe sur ce qui se passe? Tu as mentionné le cas de l'Iran, ainsi que la menace constante venant des États-Unis, d'Israël et de certains Iraniens de la diaspora. Ils utilisent par exemple le fils de l'ancien Shah d'Iran comme un outil pour manipuler la société ici en Iran. Tout cela est coordonné. Quand on regarde les médias, prenons par exemple X, Starlink est un vaste réseau entièrement connecté, tu sais, à Tel Aviv, entièrement lié à Israël. Alors, quelle est l'évaluation du côté des Russes? Eh bien, cela vous dérange-t-il si je vous renvoie d'abord la question? Vous êtes en Iran. Vous avez vécu cette tentative, désormais une tentative avortée, de changement de régime à l'intérieur du pays. Dites-moi, ou dites à notre public, comment l'Iran explique cela à Moscou en vue d'une future coopération pour dissuader de nouvelles attaques, tant internes à l'Iran. Dites-moi quel est, selon vous, le message adressé à la Russie. Et ensuite, je vous dirai comment je perçois la réponse russe. Comment voyez-vous votre message à Moscou? Je pense que ce qui se passe en ce moment en Iran, sur le plan militaire et sécuritaire, montre clairement que le gouvernement et les forces de sécurité ont prouvé qu'ils pouvaient contrôler toute la situation.
Ils ont coupé la connexion entre ces personnes, celles qui coopéraient avec des forces extérieures, leurs maîtres, et ils ont gardé le contrôle jusqu'à présent. Il y a eu 2 jours de manifestations, pacifiques, ou du moins relativement pacifiques, puis 2 ou 3 jours d'émeutes. Ils brûlaient des choses, tuaient des gens, tout cela. Et ensuite, on voit le gouvernement intervenir, couper la connexion Internet, et tout disparaît de la scène. Toutes ces émeutes, toutes ces connexions. Je pense que ce que l'Iran perçoit, en ce qui concerne la situation en Asie occidentale, c'est la nécessité d'un partenariat stratégique très profond après ce genre d'événements. Il ne s'agit pas seulement des récentes émeutes, d'abord des manifestations puis des émeutes, mais de la guerre contre l'Iran, de la guerre israélienne contre l'Iran. Tout est lié, John, car ils ressentent ce qui se passe ici. Tu vois la confiance. Moi, je vois la confiance du gouvernement, convaincu de pouvoir tout contrôler ici. D'une certaine manière, ils parviennent à capturer ces personnes qui coopèrent. Pour la plupart, tu sais, elles sont venues de l'extérieur d'une manière ou d'une autre, car l'Iran a une longue frontière et est relié à diverses ethnies tout le long de ses frontières. Mais ils ont tout maîtrisé. Ce que je perçois de l'Iran, c'est que le message adressé à la Russie serait « Comment pouvons-nous aller plus loin pour éviter ce type de manipulation ?» Can we go deeper to avoid these sort of manipulations? Because it's not just about Iran, it's about Russia. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Iran, il s'agit aussi de la Russie. Tout le jeu, tout le problème en Ukraine, c'est qu'ils veulent balkaniser la Russie. L'objectif principal est de balkaniser la Russie. L'objectif principal en Iran est de balkaniser l'Iran. Rien d'autre. Et je pense que ces 2 pays doivent comprendre ces problèmes profonds, après tout. Et le message tel que je le vois, en parlant avec des responsables iraniens, ils le ressentent vraiment ainsi. Peut-être qu'ils ne le ressentaient pas de cette façon auparavant, je ne sais pas. Peut-être il y a 2 ans. Mais avec le temps, ils perçoivent la menace constante venant des États-Unis et d'Israël. Et c'est le message, à mon avis, des responsables iraniens et du peuple iranien à la Russie. Approfondir la relation et renforcer l'accord de sécurité entre les 2 nations. À ce sujet, vos sources iraniennes ou votre interprétation de leurs propos laisse-t-elle entendre qu'elles font personnellement confiance au président Poutine? Oui, ils font confiance au président Poutine. Ils font confiance à son administration. Ils estiment qu'il est honnête dans sa manière d'agir. Et parce que la question centrale pour l'Iran, John, eh bien, on peut faire entrer Israël dans la discussion. Mais Israël dispose de certains outils dans la région. Ces outils sont les mêmes ennemis de la Russie et de l'Iran. Ils ne sont pas différents. La Russie a les mêmes ennemis. L'Iran a les mêmes ennemis. Et tous 2, d'après mes échanges avec eux, estiment que l'administration Poutine et l'administration Peskov reconnaissent et comprennent la menace ainsi que la profondeur de la menace à laquelle ils sont confrontés. Je ne vois pas beaucoup de différence entre les 2 gouvernements. Mais bien sûr, ils doivent discuter. Ils doivent, vous savez, trouver une solution à ce genre de situation. Parce que la Russie, évidemment, n'est pas satisfaite de ce qui se passe. Vous avez vu ce que la Russie a dit au Conseil de sécurité, et ils ont montré quelle est leur position. Mais comment se sentent-ils quand on évalue ou qu'on analyse la situation en Russie? En parlent-ils? La considèrent-ils comme une menace immédiate pour toute l'architecture de sécurité de la région? Eh bien, nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises, Nima, et je te remercie de l'avoir expliqué aussi clairement. Dans mon dernier article, j'ai écrit que le président Poutine avait dit à George Bush en avril 2002 qu'il soutenait l'attaque israélienne contre Jénine à l'époque, le massacre et la destruction des Palestiniens de Cisjordanie à ce moment-là. Et il avait été choqué et hostile lorsque le président iranien, Khatami,
avait exprimé son soutien aux Palestiniens. C'était en avril 2002. Il avait alors assuré au président des États-Unis qu'il soutenait personnellement et que la Russie soutenait institutionnellement les États-Unis contre l'Iran, contre le soutien de l'Iran aux Palestiniens. Or, c'était en 2002, il y a 24 ans. Nous devons donc nous demander, la position privée de Poutine est-elle la même que sa position publique? La position du président Poutine est-elle contestée par l'état-major, les services de renseignement, le ministère des Affaires étrangères, et ainsi de suite? Et comment leurs divergences sur le soutien à Israël, divergences sur la priorité accordée à la sécurité d'Israël par rapport à celle de l'Iran, sont-elles résolues en interne à Moscou en ce moment? Je dois dire que je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu, d'après les apparences publiques, que le président Poutine comprenne ou admette qu'Israël représente une menace, une avant-garde des États-Unis pour attaquer l'Iran, l'Inde, la Russie, la Chine et ainsi de suite. Est-ce là la conviction intime du président Poutine? Ce que nous savons de sa conviction intime il y a 25 ans avec George Bush, c'est que son opinion privée ne correspondait pas à ce qu'il disait en public. Il existe une disjonction entre les deux. La Russie a-t-elle tiré les leçons depuis 2002 des séries de guerres contre l'Iran, des guerres au Moyen-Orient et de tout ce qui se passe autour d'elle? La Russie a-t-elle tiré les leçons et le président Poutine a-t-il changé d'avis? Je suis sûr que c'est très rassurant, et cela l'est à Moscou, d'entendre, comme vous venez de le dire, que l'Iran veut croire à la version officielle. La question est de savoir s'il existe une version officieuse qui la contredit. Et les relations de la Russie avec l'Iran, sur les plans de la défense, du renseignement, militaire et diplomatique, et depuis le Kremlin jusqu'à M. Pozeshkin, suivent-elles les mêmes lignes ou sont-elles en contradiction? Voilà les questions. Et je dois dire, pour être honnête, que la Russie ne convainc pas ses alliés qu'elle est solidement, militairement et diplomatiquement alignée dans une seule direction. Oui, mais je pense que lorsque vous parlez avec des responsables iraniens, ils ne mentionnent peut-être pas les discussions privées entre les deux gouvernements. D'accord. Mais il me semble que même en coulisses, dans les négociations dont nous ne sommes pas au courant, nous ne savons pas ce qui se passe entre les responsables iraniens et la Russie, évidemment. Nous pouvons observer la politique officielle, la manière dont ils en parlent. Il semble qu'il existe une relation assez solide. Je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils considèrent la Russie comme un partenaire. Ils font confiance à la Russie parce qu'ils estiment qu'une menace pèse sur l'Iran. John, voyons les choses ainsi. Quelle est l'alternative pour l'Iran? Supposons qu'ils parviennent à renverser le gouvernement iranien, le soi-disant régime. Quelle serait l'alternative? Et en quoi cela profiterait-il à la Russie? En quoi cela profiterait-il à la Chine? Personne ne tirerait avantage d'un tel changement. C'est illogique. Il ne fait aucun doute que tel que vous avez formulé la question, la réponse est évidente du point de vue russe. Cependant, ce que nous disons, ce avec quoi nous avons commencé, en faisant référence à la ligne de Kirill Dmitriev, c'est qu'il existe à Moscou, autour du président Poutine, une opinion puissante et influente, selon laquelle l'avenir de la Russie se trouve en fin de compte aux côtés des États-Unis et dans le rétablissement du cours normal des affaires. Cela signifie l'acceptation de ce que le président Poutine, pas moi, ni personne d'autre, a dit à George Bush il y a 25 ans. Dans la guerre entre le capital juif et le capital islamique, Dmitriev se range du côté du capital juif. Par capital juif, ce que le président Poutine entendait il y a 25 ans, c'était les États-Unis en association avec Israël.
Et c'est la menace à laquelle vous êtes confrontés, une menace nucléaire. Depuis le début de l'administration Poutine jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une réticence à souligner que non seulement l'Iran a le droit au développement pacifique de l'énergie nucléaire, un domaine dans lequel la Russie apporte une assistance technique, technologique et matérielle, mais que l'Iran a également le droit à l'autodéfense face aux menaces de guerre nucléaire provenant d'Israël, menaces qui sont soutenues, orientées et financées par les États-Unis et l'Alliance européenne. Ainsi, l'Iran fait face à une menace de guerre nucléaire et la position russe est que l'Iran ne devrait jamais avoir la capacité de dissuader par des armes nucléaires ce qu'il subit de la part d'Israël. Et ainsi, nous avons ces négociations élaborées et interminables visant à protéger l'Iran, dans lesquelles la Russie s'est engagée pour protéger l'Iran et ses capacités nucléaires civiles, tout en essayant de dissuader les États-Unis et Israël d'attaquer l'Iran par des moyens conventionnels. Eh bien, nous avons beaucoup de podcasteurs qui veulent croire, par souhait, que les États-Unis et Israël ont été dissuadés cette fois-ci, comme ils l'avaient été pendant la guerre de l'année dernière, par une combinaison de l'Iran, de la Russie et de leurs capacités. Mais on pourrait examiner les faits et dire que ce sont en réalité les capacités de défense interne de l'Iran qui demeurent le véritable facteur de dissuasion pour Israël et les États-Unis. Nous allons donc passer à la phase suivante. D'un côté, l'attaque extérieure a échoué. L'attaque de décapitation a échoué l'année dernière. Nous venons de traverser la phase des émeutes internes et des méthodes de changement de régime par cinquième colonne. Personne en Iran, je suppose, ne s'attend à ce qu'il y ait de sitôt une paix fondée sur les causes profondes entre Trump, Israël et l'Iran. N'est-ce pas? La question que vous soulevez est donc la suivante. Comment la Russie contribue-t-elle à l'autosuffisance de l'Iran au point de dissuader une attaque en menaçant d'une contre-attaque, sans aller jusqu'à la capacité nucléaire, dont l'Iran ne dispose pas? Et quel rôle la Russie peut-elle jouer à cet égard, si la Russie, ou plutôt le président Poutine, soutient également la définition israélienne de sa sécurité? Of Israel's definition of its security. There's a contradiction here, isn't there? Il y a une contradiction ici, n'est-ce pas? S'il y a une contradiction, cela signifie qu'il existe une différence d'opinion politique et de ressources en Russie. S'il y a une divergence en termes de factions politiques, d'évaluation du renseignement ou d'idéologie, il est alors inévitable qu'il y ait moins de confiance quant au fait que la prochaine fois sera aussi efficace que celle-ci ou que celle de l'année dernière. Et quel rôle le président Poutine joue-t-il personnellement, lui qui a fait de la sécurité d'Israël une priorité et pour qui Kirill Dmitriev représente ce que le président Poutine a autrefois qualifié de fer de lance de l'alliance de la Russie avec le capital juif? Ce n'est pas une question religieuse, pas du tout. Et le président Poutine a clairement indiqué que ce n'était pas religieux. Mais c'est, disons, l'une des lignes de force dont on pouvait entendre le président Poutine parler en privé il y a 25 ans. S'il en parlait en privé il y a 25 ans, la question est, de quoi parle-t-il en privé aujourd'hui? Et d'une certaine manière, la position russe sur le gouvernement Assad en Syrie, les tentatives ultérieures du côté russe de préserver ses bases en accord avec le régime Jalani, l'attitude plus tardive de la Russie face à l'attaque contre Caracas, on pourrait continuer encore longtemps. Quelle est exactement la valeur du soutien militaire de la Russie s'il se retire de ces endroits? Est-ce un signal adressé à la ligne offensive aux États-Unis, à la ligne offensive à Tel Aviv? Est-ce un encouragement de croire que la Russie finira par céder? Je pose la question,
mais elle est posée publiquement chaque jour de l'autre côté. Les discussions sont interminables sur la prétendue faiblesse du camp russe et la vulnérabilité interne du président Poutine, car la même cinquième colonne interne, les mêmes forces de changement de régime, sont stimulées par les États-Unis et leurs alliés européens. Et ces alliés restent convaincus que s'ils continuent à mener ces guerres combinées, ils réussiront, que la Russie cédera, que la Russie s'effondrera. Ils en sont convaincus. Est-ce une illusion? Eh bien, ceux qui veulent croire le contraire doivent le prouver. Otherwise, need to prove it. John, the reality is not John, la réalité, c'est que ce n'est pas seulement une question d'Iran. Tu vois, toute la région est en quelque sorte effrayée. Les Arabes sont totalement inquiets de la manière dont Israël se comporte. Ils ne considèrent pas l'Iran comme la principale menace ou le principal problème en Asie de l'Ouest. Même si, pendant de nombreuses années, on a essayé de présenter l'Iran de cette façon. En ce moment, même avec le chaos qu'ils tentent de provoquer en Iran, on peut voir la position des États arabes, les États du Golfe, ainsi que celle de la Turquie, d'ailleurs. Erdogan a déclaré aujourd'hui « Nous sommes avec nos frères ». Nous savons que l'Iran et la Turquie, en ce qui concerne Gaza, ne sont pas exactement sur la même ligne. Ils divergent, et à mon avis, ils divergent profondément. Mais en ce qui concerne la situation en Asie de l'Ouest, Erdogan a affirmé qu'il soutenait leurs frères et sœurs en Iran contre cette sédition soutenue par Israël. Et il semble que toute la région ressente une menace venant d'Israël. Ce n'est pas seulement une question d'Iran. Je ne sais pas comment la Russie évalue tous ces changements. Vous avez mentionné que ce n'est plus seulement le cas de l'Iran. Il s'agit de ce qui se passe actuellement, en se souvenant de ce qui est arrivé en Syrie. Le combat entre les Kurdes et Daesh, le gouvernement d'Al-Jolani, tous deux, d'une certaine manière, soutenus par les États-Unis. Ils se battent entre eux, ils libèrent des personnes qui faisaient partie de Daesh, de l'État islamique, des prisons. C'est un immense chaos qui se déroule en ce moment. Je ne peux pas croire que la Russie puisse simplement rester à l'écart, ne rien dire, et ne ressentir aucune menace face à tous ces changements, surtout en tenant compte des positions venant non seulement des États arabes, mais aussi de la Turquie. Eh bien, je veux dire, nous sommes d'accord, mais je ne suis pas sûr de comprendre la question. La question est la suivante. Lorsque vous rassemblez tout cela, pas seulement l'Iran. L'Iran, à mon avis, revêt une importance particulière pour la Russie. Et la Russie a une importance particulière pour l'Iran en ce moment. Oui, autant que je le sais. Et qu'en est-il de toutes ces forces qui entrent dans les calculs? Ce sont des facteurs importants à prendre en compte. Je suis d'accord. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il existe à Moscou des divisions fondamentales sur la nature de la menace, ainsi que des divergences profondes quant à la voie que la Russie devrait suivre. Nous avons mentionné qu'il existe un engagement très fort envers le principe d'une guerre à la fois. La conviction qu'il est prioritaire pour la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine dès maintenant, et que tous les autres conflits avec les États-Unis, avec Israël, ainsi que toutes les menaces visant les alliés stratégiques de la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Corée du Nord, doivent être subordonnées à la priorité russe de résoudre la guerre en Ukraine. S'il existe un consensus à Moscou dans la situation actuelle, compte tenu des questions que vous avez soulevées, les différences sont si marquées qu'il n'est ni juste ni exact, d'un point de vue empirique, de parler d'un consensus. Quand vous dites que le consensus russe est « nous devons résoudre la guerre en Ukraine », au moins parvenir à une solution à court ou moyen terme, afin que l'Ukraine, en tant que champ de bataille,
ne nous menace plus comme elle le fait actuellement. Cela conduit à la conclusion que les États-Unis représentent une meilleure opportunité, que le président Trump offre une meilleure chance d'atteindre ses objectifs que les Européens. Ainsi, la partie russe exagère de manière déraisonnable. Les différences entre les Européens et Trump quant aux conditions de résolution de la guerre, parce qu'elle veut croire que Trump est attaché à la paix avec la Russie et à la reprise d'une sécurité mutuelle. Or, rien dans le comportement du président Trump, nulle part dans le monde, ne permet de penser que c'est le cas. Et il n'existe absolument aucune preuve que les prétendues ententes conclues par le président Poutine avec le président Trump à Anchorage, en Alaska, en août dernier, aient en réalité été acceptées par la partie américaine. On se retrouve donc avec un débat purement rhétorique. Y a-t-il eu des ententes entre Poutine et Trump en Alaska et représente-t-elle encore une occasion de parvenir à un accord avec Trump plutôt qu'avec les Européens? L'argumentation publique russe à ce sujet révèle des divergences importantes, et cet argument conduit ensuite au comportement de personnes comme le porte-parole Peskov et la porte-parole Zakharova, qui ne souhaitent ni offenser ni dire la vérité sur le comportement de Trump à Gaza, sur son comportement au Venezuela ou encore sur son comportement en mer. L'idée est de pacifier, de s'attirer les bonnes grâces, d'apaiser cet homme, parce qu'il est perçu comme la seule chance de mettre fin ou de neutraliser la détermination européenne à poursuivre le combat. À mon avis, et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est une conclusion fondée sur mes sources russes. Cette vision n'est pas partagée par une partie importante du groupe décisionnel russe, en particulier l'armée et les services de renseignement. Ils ne voient aucune preuve que Trump représente une opportunité. Au contraire, ils voient en lui la pointe de lance de l'ambition stratégique à long terme des États-Unis pour l'hégémonie. D'accord. Maintenant, si c'est ainsi que vous divergez sur la priorité du champ de bataille en Ukraine, comment pouvez-vous parvenir à un accord sur ce qu'il faut faire pour soutenir l'Iran, sur ce qu'il faut faire pour soutenir Cuba, sur ce qu'il faut faire pour soutenir la Corée du Nord, et ainsi de suite? Par exemple, ce qui se passe alors, dans ce doute exprimé par les alliés stratégiques de la Russie, c'est que chacun de ces alliés doit se débrouiller seul, développer son autonomie, s'appuyer autant que possible sur ses propres lignes d'approvisionnement militaire russes et s'assurer que le partage de renseignements et les chaînes d'approvisionnement continuent de fonctionner pendant que le Kremlin dit ce qu'il veut. Nous avons vu, ces dernières heures, un sommet très inhabituel entre le Premier ministre Modi de l'Inde et la direction des Émirats arabes unis, une rencontre éclair de 2 heures en Inde. C'est inhabituel en raison de sa brièveté et du rang de ses participants. Que cela signifie-t-il? L'Inde et les Émirats arabes unis essaient de trouver un moyen direct de neutraliser la menace que représente l'Arabie saoudite avec le Pakistan. Le Pakistan étant une menace stratégique à long terme pour l'Inde. Et qui se cache derrière l'Arabie saoudite et le Pakistan? Eh bien, c'est le régime Trump, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident? Très bien. Puisque c'est évident en Inde, et puisque c'est évident que cela ne peut pas être discuté ouvertement, car l'Inde risque aussi d'être punie par les États-Unis pour sa relation avec la Russie, puisque toutes ces choses sont évidentes, mais ne peuvent pas être dites, afin de ne pas déclencher encore plus d'agressivité de la part de Trump. Que voyons-nous évoluer? What do we see as evolving? Indian self-sufficiency. L'autosuffisance de l'Inde, tout en préservant les lignes vitales de logistique militaire avec la Russie. Il en va de même pour l'Iran, et vous venez de l'exprimer. Les lignes vitales militaires qui constituent la base de l'autosuffisance en matière de défense et de dissuasion
doivent rester secrètes. Elles doivent demeurer un moyen de dissuasion à la fois pour Trump, les Israéliens et les Pakistanais. Ainsi, lorsqu'elles jouent ce rôle de dissuasion à ce niveau, nous voyons ce qui vous est arrivé. Lorsqu'elles assurent la dissuasion aux frontières, là où la défense aérienne fonctionne, à l'intérieur des frontières, on observe une multiplication des tentatives de changement de régime du type de celles que nous venons de voir en Iran. Nous verrons davantage de cela en Russie. We will see more of that in Russia. It's bound to happen. That's what the Americans C'est inévitable. aim to do. C'est ce que les Américains cherchent à faire. Il n'y a aucune possibilité. Il est irréaliste d'imaginer que le président Trump soit simplement un individu agissant contre ses propres services militaires et de renseignement en modifiant la tentative des États-Unis d'exercer leur hégémonie. Lorsque l'exercice de l'hégémonie rencontre une opposition, qu'il s'agisse de défense aérienne ou navale, cela se transforme en changement de régime interne. En Russie, il existe un terrain très fertile pour le soutien des factions. Cela commence par les politiques de la Banque centrale, par l'exportation de capitaux des entreprises oligarchiques, et ainsi de suite. Je ne veux pas répéter ce que nous avons déjà dit. Repeat things we've said before. So I'm J'essaie donc de répondre à votre question en disant que les conditions actuelles ne doivent pas être exagérées, au point de laisser entendre qu'il existe une véritable fracture stratégique entre l'Europe et les États-Unis concernant les menaces que représentent l'Iran, la Russie, la Chine ou l'Inde. Mais l'autosuffisance dans une stratégie de dissuasion exige un maximum de secret, ou si l'on veut, un maximum d'exagération, quant à la capacité de repousser les menaces, tant internes qu'externes. Et cela requiert un consensus, un véritable consensus, un consensus démocratique, selon lequel les divisions naturelles d'une société, qu'elles soient ethniques, religieuses, idéologiques ou de classe, ne peuvent et ne doivent pas être exploitées par les États-Unis et leurs alliés pour détruire le pays. La Russie est déjà passée par là. Elle a traversé cette période de 1991 à 2001 et ce fut un succès. Le changement de régime que vous venez de repousser en, disons, 2 semaines, la Russie a mis 10 ans à le vaincre. Tout le mérite vous revient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tous les Russes connaissent le prix de la défaite de l'ère Eltsine, imposée par l'administration américaine, à commencer par celle de Clinton. Tous les Russes le comprennent, et ils ne veulent pas revivre cela. Ils considèrent le président Poutine comme un défenseur résolu des intérêts existentiels de la Russie. C'est pourquoi le soutien intérieur au président Poutine est si fort et si stable. Mais il est conditionnel, et je pense que nous venons d'expliquer quelles sont ces conditions. Merci beaucoup, John Helmer, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci Nima, et merci pour ton analyse de la situation là où tu te trouves. J'espère que nous pouvons voir que la position dans laquelle nous nous trouvons est très inconfortable pour nous deux. Oui, pour nos peuples. Et ensuite, pourquoi nous devons, disons, minimiser les exagérations, réduire les illusions et mieux comprendre quels sont les plans du camp adverse et de quoi il est capable. Non pas parce qu'ils sont stupides, ni parce qu'ils sont fous ou déments, et ainsi de suite, mais parce qu'ils sont prudents et calculateurs. Et ce n'est pas la première année qu'ils planifient ces tentatives de diviser et de détruire à la fois l'Iran et la Russie. Je suis donc heureux que nous en parlions dans ces termes, disons constructifs et francs, puisque la formule diplomatique fonctionne. Mais cela implique certaines réalités désagréables. Et lorsque nous faisons face à des réalités désagréables, que nous reste-t-il? Eh bien, nous pouvons céder à des illusions, ou nous pouvons nous appuyer sur les faits.
Et je suis heureux que ici, dans ton podcast, Nima, et je t'en suis reconnaissant, nous examinions les faits avant de nous laisser aller à des illusions. Before we jump into wishful thinking. Yeah, yeah. Great pleasure. Oui, oui. Grand plaisir, John, comme toujours. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.